que j'ai aussi trouvé dans la rue. Et un mari qui l'a trouvé dans la rue. Dans les rues d'Orient. Oui, ben, on est filmé maintenant. Christophe et Philippe, on se calme. Aujourd'hui, je vois que vous êtes en forme. Ah, tu m'étonnes. J'ai rien bougé du coup. Non, non, c'est bon. Je sais pas où vous êtes. Ça, c'est pas grave. Bon, bah, du coup, à quelle heure on prend l'antenne? Comment? Voilà, Bah là, dans 1 minute. ça s'en va. Comme d'hab. Hein. Christophe, tu avais entendu que j'attends encore un invité? Non, j'ai pas entendu ça. On ira lui ouvrir si vous voulez. Merci. Vous le connaissez. Il faut que tu connais bien avec un sac aussi lourd. Tu ne l'as pas eu. Bon, je te laisse. Ah, merci. Oui, c'est gentil de lui laisser la place, le pauvre. Je me demande à quoi je sers ici. Non, mais c'est surtout pour préparer ses... Il a tout préparé, il était là avec moi à 6h30. Donc. J'ai effacé ces trucs. Et il m'a effacé mes trucs. Il a fallu que Ah, je mais c'est recommence génial, tout. ça. Ah, bah oui. Non, mais ça a été. Hein. Allez, bonne émission, amusez-vous bien. Merci. Marie, je te passe la parole à la fin des infos du jour. D'accord. Je vais faire à la fin des infos du jour. Tu vas voir, je vais te passer la parole et tu parles dès que... Je vais te dire bonjour, Marie-Pierre. Hein. Ok. Donc, tout de suite, t'enchaînes. Donc, tu dis... tu as le droit de dire bonjour les auditeurs, bien sûr. Hein. Ouais. Attention. Là, j'attends le jingle, moi. Voilà, ça, c'est l'intro de l'émission. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. J'espère que c'était pas trop dur d'arriver jusqu'ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue au direct du bar de l'économie. Eh bien, nos thèmes du jour, eh bien, la formation avec une école d'ingénieurs et puis une école de business développeurs, vous allez voir. Et puis aussi le Val d'Oise. On va faire un petit bilan du comité d'expansion économique en Val d'Oise. On va parler du mondial de la téléphonie qui va bientôt arriver en février et puis du Forum international de la cybersécurité qui va se dérouler les 28 et 29 janvier à Lille. Alors pour parler de tous ces sujets, eh bien, je vais vous présenter mes invités du jour dans quelques secondes. Bien sûr, vous pouvez interagir avec eux et avec nous sur la vidéo live Facebook page Bar de l'économie, toujours en FM 98.0 et la web radio pour nous écouter de partout dans le monde, idfm98.fr. Vous cliquez sur la flèche bleue et comme ça, même des États-Unis ou du continent latino-américain, vous pouvez nous écouter en français. Alors, Jean-François Benot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. Avec vous, on va faire un petit bilan de l'année 2019, si vous voulez bien. On va aussi parler des prochaines réunions d'apéritifs compacts que vous organisez régulièrement, du forum, comme je le disais, international de la cybersécurité à Lille en janvier, et puis, bien sûr, du Salon mondial de la téléphonie en février, les 24 et 25. À vos côtés, Giuseppe Léo, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes directeur de l'école d'ingénieurs Denis Diderot, une école d'ingénieurs qui a débuté il y a 10 ans à l'intérieur de l'université Paris Diderot. Enfin, maintenant d'ailleurs, on ne dit plus Paris Diderot, on dit Université de Paris, puisque Diderot et Descartes se sont réunis. Donc, avec vous, on va en savoir un peu plus sur les 4 formations, j'allais dire, spécifiques que vous proposez pour les jeunes ingénieurs. À vos côtés, Thierry Loriot, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes chargé des relations entreprises dans cette école, donc l'école d'ingénieurs de Diderot, ou on peut dire EIDD, c'est un petit peu ça, peut-être le langage familier. Et puis à nos côtés, enfin une autre école, représentée par sa fondatrice, Marie Taquet, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous avez créé Iconoclass, une école de vente qui forme en 1 an au métier de business développeur, donc on en saura plus
dans quelques minutes, parce que tout d'abord, comme d'habitude, ce sont nos infos du jour. Alors, première info du jour, c'est ADP qui garde le cap de la croissance malgré les faillites des compagnies aériennes. Le trafic des aéroports parisiens a progressé de 2,5% en 2019 à 108 millions de passagers, malgré l'impact de la disparition d'Aigle Azur sur l'activité d'Orly. Et puis, le groupe ADP a néanmoins devancé le groupe Vinci au palmarès des groupes aéroportuaires mondiaux. Donc, après la grève d'Air France et des Gilets jaunes en 2018, la faillite d'Aigle Azur a laissé une marque sur l'activité des aéroports parisiens en 2019. Le trafic Roissy-CGD a progressé de 5,4% à 76,2 millions de passagers. Celui d'Orly, par contre, a baissé de 3,8% l'an dernier à 31,9 millions de passagers. Mais au total, le trafic des aéroports parisien a poursuivi sa croissance avec 108 millions de passagers, soit 2,7 millions de plus qu'en 2018. En revanche, le trafic global du groupe ADP, incluant sa filiale turque TAV des aéroports d'Amman et de Santiago du Chili, s'est réduit de 32,6% à 213 millions de passagers du fait de la fermeture de l'aéroport d'Atatürk d'Istanbul qui a fait perdre 16 millions de clients. Résultat, le groupe ADP est désormais devancé par le groupe Vinci dans les aéroports tuaires mondiaux, parce que le groupe Vinci s'est considérablement renforcé avec la prise de contrôle de l'aéroport de Londres Gatwick, lui permettant d'afficher un trafic total de plus de 240 millions de passagers. Par contre, pour le trafic long courrier, ADP reste largement en tête grâce à la croissance du trafic vers l'Amérique du Nord, plus 7,3%, l'Amérique latine, plus 6,1% et les DOM-TOM, plus 5,5%. Cette clientèle de long courrier est la plus rémunératrice et avec encore 3,7% de passagers qui représentent 41,3% du trafic des aéroports parisiens contre 43,8% pour l'intra-européen et 15% seulement pour le domestique. Voilà, ADP semble avoir réussi à enrayer l'érosion du trafic de correspondance en nette progression sur 2019 après plusieurs années de baisse. Alors Jean-François Benoît, vous êtes très concerné par ADP puisque c'est en Val d'Oise. Enfin, pas uniquement, mais au contraire, ADP est en train depuis quelques années de s'internationaliser à grande vitesse. Mais c'est vrai que le principal aéroport dans son portefeuille, c'est l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui est effectivement dans le Val d'Oise. C'est vrai que les résultats que vous donnez sont extrêmement contrastés. Globalement, il y a une progression, mais pour être parfaitement honnête, le trafic augmente aussi sur d'autres aéroports en Europe et l'évolution constatée aujourd'hui sur les aéroports parisiens doit être mise en perspective par rapport à l'augmentation constatée dans d'autres aéroports de l'Europe, puisqu'il y a une sorte de concurrence des places aéroportuaires aujourd'hui en Europe et nous nous situons évidemment dans cette compétition. Aujourd'hui, le passager ou la compagnie aérienne a le choix, elle peut décider d'utiliser une plateforme ou une autre. Quand vous êtes passager aujourd'hui, que vous décidez d'aller sur un vol long courrier, vous avez tout à fait la possibilité, y compris quand vous partez de France, d'emprunter une correspondance dans un aéroport dans un autre pays européen. Et un passager qui va de la zone Amérique à la zone Asie avec une escale peut tout à fait changer d'avion aujourd'hui à Paris, mais aussi à Londres ou à Francfort, et aujourd'hui même beaucoup à Madrid, qui est une place aéroportuaire qui monte. Dernière chose, aéroport de Paris aujourd'hui se développe énormément à l'international. Vous l'avez dit, il y a effectivement une nouvelle qui n'était pas très positive, c'est l'arrêt de l'aéroport historique entre guillemets d'Istanbul, mais qui avait été acquis par ADP il y a quelques années. Il faudrait rajouter dans ce que vous avez dit que le gouvernement turc a prévu, enfin a obligation d'indemniser fortement Aéroport de Paris dans quelques mois ou dans quelques années. Aéroport de Paris va toucher une somme très importante de la part du gouvernement turc parce qu'il avait acheté un aéroport et quand il a fait cette acquisition, on ne lui avait pas indiqué qu'un nouvel aéroport allait être construit à Istanbul quelques années plus tard et qu'ils allaient se retrouver avec un aéroport qui n'avait plus de fonction de transport de passagers, ce qui est un vrai sujet. Et donc une indemnité extrêmement importante est programmée. Et Aéroport de Paris va intégrer dans son budget, je pense, dans quelques mois ou dans quelques années, une somme extrêmement importante qui viendra compenser le manque à gagner dans cette affaire qui n'a pas été une très bonne affaire. Dernière chose, ça ne vous l'avez pas annoncé, mais ADP vient de signer un contrat très très stratégique
en pouvant exploiter un aéroport dans la région de New York aux États-Unis. Donc ADP, dans quelques mois, sera gestionnaire d'un aéroport. Alors, ce ne sera pas l'un des 3 plus gros aéroports de New York, mais ce sera un aéroport régional dans la banlieue de New York, et c'est extrêmement stratégique pour le groupe ADP de mettre le pied ainsi dans la partie nord de l'Amérique du Nord, là, à côté de New York, et de devenir gestionnaire d'un aéroport régional à New York. En termes de signalétique et de marque, je crois que c'est un très beau coup de la part de nos amis d'ADP. Donc ça va renforcer leur position internationale qui est déjà la leader dans le monde. Merci beaucoup de l'avoir rappelé et d'avoir effectivement donné cette information sur l'indemnité importante qu'ADP va retrouver. Merci Jean-François Benon. Autre info du jour, c'est sur Toyota qui va produire un SUV dans son usine d'Onin dans le nord de la France. Le constructeur automobile japonais a annoncé qu'un nouveau modèle de véhicule, en plus de la Yaris, allait être assemblé dans le nord près de Valenciennes. Une bonne nouvelle pour le site dont les effectifs bien sûr devraient s'étoffer dans le courant de l'année 2020. Il s'agira d'un SUV citadin exclusivement destiné à une commercialisation sur le territoire européen, sur la même base que la nouvelle Yaris 4e génération. C'est ce qu'ils appellent la plateforme modulaire TNGA, Toyota New Global Architecture. On peut ainsi en déduire que le gabarit du futur SUV sera assez compact. Toyota avait déjà investi 300 millions d'euros pour mettre en place cette nouvelle plateforme, une somme à laquelle viendra s'ajouter 100 millions d'euros supplémentaires. Et pour rentabiliser l'investissement, le constructeur a l'ambition de produire 300 véhicules par an. Il est prévu le recrutement d'ici à fin 2020 de 400 ouvriers en CDI pour atteindre 4500 salariés sur le site. Alors, Toyota veut aussi, autre nouvelle qu'ils ont annoncée mardi, Toyota veut se muer en grand fournisseur de mobilité. Le constructeur japonais lance une nouvelle branche d'activité qui va s'appeler Kinto. Elle va progressivement développer un bouquet de services alliant location longue durée, autopartage et covoiturage, une offre destinée dans un premier temps aux entreprises et aux collectivités locales, avant d'être étendue dans un second temps aux particuliers. Donc vendre des services de mobilité, plus seulement des voitures, c'est le concept qui agite d'ailleurs le monde de l'automobile. Mais Toyota a l'ambition de le décliner à un niveau jusqu'à présent inégalé par personne. C'est ce qu'a déclaré le directeur général Toyota Europe. Cependant, aucun véhicule ne devrait porter le nom de Kinto. Kinto rassemble donc déjà des offres en place. Par exemple, vous connaissez peut-être Toyota Fleet Mobility ou Toyota Connected Europe. Ce sont les 2 branches qui gèrent l'activité de location longue durée sur le marché européen et les services connectés de la firme. Alors le constructeur annonce maintenant Kinto One, une offre de location longue durée comprenant véhicules, entretien et assurance, car ça a beaucoup de succès. Et puis Kinto Share, un service d'autopartage qui est déjà existant dans certaines villes d'Europe sous le nom de Yuko. Kinto Join est aussi une offre de covoiturage entre particuliers pour les trajets domicile-travail. Et enfin, Kinto Flex, un service de location de voitures par abonnement. D'autres services sont à l'étude, dont une plateforme de VTC et une application multimodale avec paiement intégré. Le regroupement de toutes ces offres sous une seule marque doit attirer de nouveaux utilisateurs, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités. Alors la conduite autonome devrait également être testée sous la marque Kinto avec des services de mobilité à la demande comme l'e-Pallet, actuellement en cours de développement au niveau mondial. La firme précise cependant que tous les services feront l'objet d'une étude de viabilité afin d'établir leur rentabilité potentielle avant d'être lancés. Et on connaît les Japonais, on sait qu'ils peuvent mettre du temps avant de lancer quelque chose, mais que quand ils le lancent, eh bien ils savent que c'est rentable, n'est-ce pas Jean-François? Oui, vous savez que le Val d'Oise est un département qui est très attentif aux investissements japonais. On a une 60aine de sociétés japonaises installées ici, et il faut saluer, vous avez raison de le faire, les décisions du groupe Toyota pour plusieurs raisons. Mais je vais aller très vite, c'est que d'abord, cette annonce de Toyota, un peu paradoxalement, elle intervient avec cette création de, je crois, 400 emplois dans son usine à Valenciennes, au même moment où le groupe Auchan, malheureusement, le groupe Mullier annonce, lui, une réduction d'environ 520 emplois. Donc, vous voyez le paradoxe. Aujourd'hui, les investissements internationaux, et en particulier japonais, en particulier dans l'industrie automobile, il n'y a plus beaucoup, pour être honnête, d'investissements productifs nouveaux annoncés par nos constructeurs français dans le domaine de l'automobile en France.
France, il faut bien le constater, et il faut saluer doublement la décision d'un groupe japonais de l'automobile comme Toyota d'investir massivement à la fois dans l'outil de production et dans les recrutements pour lancer des nouveaux modèles. Et je crois qu'il faut vraiment le remarquer. Nous étions, et j'accompagnais Philippe Sueur, qui est le président du CEVO également, au-delà d'être maire d'Enghien-les-Bains, à Nagoya il y a quelques semaines, où nous avions prospecté précisément des entreprises japonaises. Il faut ajouter que Toyota, vous ne l'avez pas dit là aussi, mais investit beaucoup et sera sans doute un des leaders dans les années qui viennent dans des technologies de déplacement intégrant l'hydrogène. C'est un sujet dont on parle beaucoup pour venir en compensation des motorisations de diesel notamment et même électriques. C'est une alternative qui mérite d'être sans doute creusée. Je ne suis pas technicien, mais on en parle beaucoup. En tout cas, Toyota travaille, et on le voit à Nagoya dans tous les sous-traitants, énormément sur des solutions de véhicules utilisant l'hydrogène. Et je pense que c'est également un signal à intégrer. Mais en tous les cas, cet investissement productif de Toyota en France, il est très emblématique de la situation de la France l'année dernière. Vous savez que le gouvernement Business France a publié les chiffres il y a quelques jours. Les investissements étrangers en France ont progressé l'an dernier et ont replacé la France au premier rang quasiment au niveau mondial sur le montant des investissements productifs étrangers dans notre pays. Donc c'est vrai que la France, malgré tout ce qui nous arrive et qui n'est pas toujours facile à expliquer à des étrangers, reste un pays qui attire, qui continue à attirer des investissements internationaux, et on le mesure à notre échelle, nous dans le Val d'Oise, où on a à peu près 1200 sociétés à capitaux étrangers implantées dans le Val d'Oise, et leur nombre continue à augmenter de toute nationalité. Donc c'est plutôt un signe positif d'attractivité du territoire français, y compris pour des projets productifs. Merci Jean-François Benon. Thierry Loriot. Oui, ce sont de bonnes nouvelles, et je vois dans le développement de Kinto un creuset d'emplois potentiels pour nos ingénieurs, puisqu'il forme effectivement des ingénieurs plutôt destinés aux activités de R&D, d'études, et nous avons en particulier une filière informatique qui est très prisée, et je ne doute pas que Toyota aura besoin d'informaticiens pour assurer le développement de Kinto. Merci beaucoup Thierry Loriot. Autre info du jour, eh bien, c'est le drone solaire d'Ixsun qui va prendre son envol. La jeune société mobilise 5,3 millions d'euros de financement public, provenant notamment de programmes européens de recherche, le H 2020, en subvention et en prêt notamment par la Banque européenne d'investissement. Ixsun lance une version améliorée de son drone solaire dont le vol inaugural est prévu ce premier trimestre et s'apprête à installer une ligne de production à Guérande en Loire-Atlantique. Elle finalise donc la version 1,2 de son drone solaire. Son prédécesseur, le Solar X1, je vous en avais parlé l'année dernière, a pris son envol en 2017 et il a déjà réalisé une centaine de vols d'essai. Ils ont validé plusieurs briques technologiques et la structure originale de l'aéronef est constituée d'une double aile portante d'une envergure de 4,6 mètres sur 2,6 de longueur pour un poids de 25 kg. Alors par rapport à la version initiale, les ailes du SX 1.2 sont revêtues de panneaux solaires minces venant d'un fournisseur américain et ces films promettent un rendement élevé de plus de 25%. Ainsi, l'appareil sera catapulté avec à son bord des batteries lithium-ion chargées, le principe étant de capter en vol l'énergie solaire additionnelle pour augmenter le temps de vol. Alors, quelles applications? Eh bien, cette endurance permettra de viser des marchés aussi divers que l'énergie, le ferroviaire, le militaire, l'agriculture, l'environnement, la pêche ou la défense. Ixsun vient de signer un premier contrat avec Enedis pour la surveillance et le repérage de défaillances sur son réseau électrique, le drone se substituant ainsi aux vols coûteux en hélicoptère ou en avion. Un autre accord commercial est conclu avec la société Agenium pour le largage de micro-guêpes luttant contre la pyrale du maïs. Le SX 1.2 représente bien sûr d'autres avancées comme son système intelligent et miniaturisé de gestion de l'énergie qui abrite entre les apports solaires l'énergie disponible. Voilà, c'était nos infos du jour. On les termine tout de suite avec une nouvelle chronique. On accueille aujourd'hui pour la première fois notre chronique culturelle du mercredi avec Marie-Pierre Leroux. Marie-Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour tout d'abord Marie-Pierre. Alors aujourd'hui, ce matin, vous nous parlez de l'exposition Soulage. Tout à fait. Pour cette première chronique, je me propose d'évoquer l'exposition Soulage qui se tient au musée du Louvre jusqu'au 9 mars. Si ce peintre-graveur est associé depuis la fin des années 40 à l'art abstrait, il est principalement connu pour son usage des reflets de la couleur noire,
qu'il appelle Noir Lumière ou Outre Noir. Il a réalisé plus de 1700 toiles. Tout d'abord, qui est Pierre Soulages? Né le 24 décembre 1919 à Rodez, il est aujourd'hui centenaire. Orphelin de père à l'âge de 6 ans, il commence à peindre à l'adolescence. Il est reçu en 1939 aux Beaux-Arts à Paris. Dès 1946, il peint des toiles dans lesquelles le noir et le gros noir dominent sur un fond clair. Ces toiles sont refusées au Salon d'automne. En 1947, il expose au Salon des Sur-Indépendants. Les années 60 voient les premières grandes rétrospectives internationales. Il reçoit la révélation de l'outre noir, tournant dans son œuvre en 1979. Cette même année, le Centre Pompidou présente la première exposition éponyme de l'artiste. Entre 1987 et 1994, il réalise pour l'abbatiale romane de Conques une série de 104 vitraux. En 2004, il abandonne l'huile pour l'acrylique, qui permet des effets de matière et de meilleurs contrastes. Pour ses 90 ans, en 2009, le Centre Pompidou lui consacre une exposition admirée par plus de 500 000 visiteurs. Soulages devient en 2013 l'artiste vivant dont les toiles se vendent le plus cher. En 2014, le musée Soulages est inauguré à Rodez. Le peintre est exposé dans plus de 110 musées à travers le monde. Ce maître du noir et de la lumière reçoit aujourd'hui un hommage éclatant au musée du Louvre. De fait, le Louvre s'incline devant un peintre devenu monument national au fil du temps. C'est un tour d'horizon de son œuvre qui nous est présenté en une vingtaine de tableaux dans le Salon Carré. Les précédents sont rarissimes. Exposé de son vivant au Louvre équivaut à un sacre. Chagall en 1967 ou encore en 1971 Picasso. Le Louvre célébrait alors deux génies exilés en France. Soulages, maître du noir, va plus loin dans sa radicalité. De cette couleur synonyme de deuil et de mélancolie, Soulages fait dans ses tableaux de véritables murs de matière picturale, lissées, foncées, griffées, voire scarifiées, qui, selon l'artiste Fabienne Verdier, sont des stèles arc-en-ciel. Cette peinture singulière tourne le dos au polémiques passéistes entre figuration et abstraction, réalisme et rêve. Quant aux couleurs et leur bon usage, Soulages nous signifie que le plus important dans une toile, c'est la lumière et l'espace qui naissent avec elle. Il ajoute, mais c'est de la couleur le noir. C'est une couleur très violente. Titien, quant à lui, affirme: qui ne sait pas se servir de noir ne sera jamais un peintre. Si Renoir signale que c'est une toile que j'ai bannie de ma palette, Matisse, ce grand coloriste, nous rappelle: le noir est une couleur en soi qui résume toutes les autres. Ces réflexions de peintre sont une invitation à dépasser nos réflexes devant les œuvres de Pierre Soulages, à prendre le temps de les regarder. Ainsi, parviendrons-nous à pénétrer dans leur univers, à l'énergie hypnotique, pour en découvrir la poésie et la magie. Donc, c'est au musée du Louvre, dans le Salon Carré. Et vous pouvez vous y rendre en métro. Vous pouvez descendre selon les lignes utilisées, ligne 1 et 7 à la station Palais-Royal, ligne 14 à la station Pyramide. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette jolie chronique. Il faut dire que Soulages, cet artiste, a 100 ans et c'est pourquoi c'était intéressant de parler de cette exposition qui lui rend hommage. Vous êtes sur IDFM Radio Ambiance, la radio du bien-être. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie au bar de l'économie de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise, de Giuseppe Léo et Thierry Loriot, respectivement directeur et chargé des relations entreprises de l'école d'ingénieurs Denis Diderot, et de Marie Taquet, qui a créé donc Iconoclasse. Jean-François Benon, alors le comité d'expansion économique du Val d'Oise organise régulièrement des réunions que vous appelez apéritif contact. Quelles sont les prochaines réunions qui vont être organisées, je pense, dès ce mois-ci? Oui, nous avons effectivement tous les mois une formule que l'on appelle les apéritifs contacts. La prochaine aura lieu
le 20 janvier. Elle sera animée par les représentants de la mission locale de Cergy-Pontoise et elle portera sur l'implication des entreprises dans le domaine de la RSE, orientée en l'occurrence autour de l'insertion professionnelle des jeunes. C'est une conférence intéressante pour permettre aux entrepreneurs présents de venir partager autour de cette question d'engagement sociétal en vue de l'insertion des jeunes. On aura également tous les mois suivants des conférences, je ne vais pas vous donner tout le programme, mais tout ça est accessible sur notre site internet, mais vous avez une conférence avec la Banque de France sur comment les entreprises peuvent utiliser les dispositifs de la Banque de France pour des diagnostics financiers accessibles et pour elles. On aura également des conférences sur les techniques qui permettent aux entreprises de s'engager également dans des démarches de bien-être des salariés. Enfin voilà, nous avons comme ça tous les mois cette formule qui fonctionne très bien. Nous avons engagé les Adultes du Contact il y a presque une trentaine d'années, donc c'est une formule bien rodée qui a cet avantage de se dérouler entre midi et 2. C'est donc un horaire qui est facile parce que les dirigeants d'entreprise peuvent encore se libérer un petit peu à l'heure du déjeuner. Donc la conférence est suivie d'un buffet déjeunatoire que nous offrons évidemment et qui permet avec un verre à la main et en mangeant, en se restaurant un peu avant de reprendre les activités de l'après-midi, d'échanger avec les autres participants, avec l'intervenant. Et c'est une formule simple mais conviviale et qui facilite, comme son nom l'indique, les contacts interentreprises. Voilà. Alors, vous serez également les 28 et 29 janvier au salon, au Forum international de la cybersécurité. Pourquoi? Vous savez que le Val d'Oise porte depuis quelques années, 5-6 ans au moins, une stratégie solide pour valoriser une filière qui est en développement fort dans notre territoire, une filière qu'on peut qualifier de la filière de la sécurité, de la sûreté, de la maîtrise des risques. On a des grands noms dans le Val d'Oise autour de ces technologies qui sont en pleine expansion, bien naturellement. Pas uniquement autour de la cybersécurité d'ailleurs, mais bien dans la sécurité globale. Et nous avons là une vision stratégique qui consiste à renforcer l'attractivité du Val d'Oise pour de nouvelles entreprises qui souhaitent se développer dans ce domaine et en venant rejoindre d'ailleurs un territoire qui se structure autour de ça avec tout un tas de décisions d'implantation ou d'équipements et d'unités d'enseignement supérieur ou de laboratoires de recherche au fil des années. Je rappelle simplement que le Val d'Oise est le siège du PJGN, qui est le pôle judiciaire national de la gendarmerie nationale. C'est quand même 700 ou 800 experts qui travaillent dans ces questions de sécurité à Cergy-Pontoise. C'est un pôle d'excellence nationale et internationale. Nous avons autour de l'université qui s'appelle de Cergy-Pontoise, qui s'appelle maintenant CY Cergy Paris Université, qui regroupe d'ailleurs d'autres établissements d'enseignement supérieur, y compris des écoles d'ingénieurs spécialisées, toute une dynamique stratégique portée pour structurer une offre de formation dans le domaine de la sécurité avec de plus en plus de diplômes. L'université de Cergy-Pontoise va inaugurer dans le 24 janvier un nouveau diplôme de haut niveau en criminalistique. Il y a des nouvelles formations organisées avec la gendarmerie nationale sur la formation des coordonnateurs d'enquête pour les forces régaliennes de police et de gendarmerie. Il y a un nouveau diplôme supérieur, un master spécialisé en forensique, qui sont les sciences criminelles, et ainsi de suite. Et puis tout un tas de formations dans les technologies de mesure dans le domaine de la sécurité. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et puis nous avons également toute une dynamique autour des PME-PMI qui se renforce dans ces domaines, tout simplement parce que ces sujets montent dans la société globale et qu'il faut être vigilant. J'ajoute que le Conseil régional et l'État ont décidé d'implanter dans le Val d'Oise, ça a été annoncé par la présidente du Conseil régional à plusieurs reprises et encore tout récemment, le Val d'Oise accueillera un campus des métiers et des qualifications autour de la sécurité, sans doute d'ailleurs à Argenteuil, qui est une ville qui s'est positionnée tout près de Paris avec cette dynamique d'Argenteuil, grosse ville, puisqu'il y a plus de 110 000 habitants aujourd'hui à Argenteuil. Cette ville s'est positionnée pour monter en puissance sur ces questions de sécurité, et donc il y a toute une dynamique engagée autour de la création portée par l'État et par la région Île-de-France de ce campus des métiers et des qualifications en matière de sécurité. Voilà pourquoi nous sommes au FIC. Le FIC, c'est le Forum international de la cybersécurité. Là, on est dans une branche importante de la sécurité. C'est un forum qui a été créé par la gendarmerie nationale à l'initiative de la gendarmerie nationale il y a maintenant au moins une dizaine d'années, qui est en train de monter en puissance chaque année terriblement. C'est un lieu incontournable pour rencontrer toutes les entreprises, tous les organismes, les laboratoires, les spécialistes qui travaillent dans ces questions,
Des annonces devraient d'ailleurs être faites à cette occasion et nous sommes attentifs à cette décision du gouvernement et autour d'un projet porté par des plus grands groupes industriels français pour la création de ce qu'on appelle le cybercampus. Le cybercampus, c'est l'idée d'une trentaine de grandes entreprises autour d'Orange, de Thales et d'Atos, qui est chez nous également, dont le siège est dans le Val d'Oise, de créer un regroupement d'environ 700-800 spécialistes de la cyberdéfense. Et ce campus doit être positionné quelque part en région parisienne, en Île-de-France. Et voilà, il y a des intérêts qui se manifestent dans le Val d'Oise pour l'accueil possible de ce cybercampus. Donc voilà, on est tout à fait mobilisés pour venir vendre notre département et notre territoire à l'occasion du FIC, Forum international de la cybersécurité à Lille, dans quelques jours. Voilà, on peut dire que c'est le plus gros forum en France matière de cyber dans ce domaine. Absolument. Alors, autre salon où vous serez présent, là c'est pour le mois prochain, Oui. c'est le salon du mondial de la téléphonie. Pourquoi ? C'est là aussi une stratégie qui rejoint d'ailleurs en partie celle de la sécurité. Le Mobile World Congress est un salon mondial qui réunira cette année plus de 110 000 participants. C'est vraiment le salon de référence dans tout ce qui a de près de loin touche à la téléphonie mobile. Et nous sommes présents depuis des années, presque une dizaine d'années, tous les ans dans ce salon qui a lieu à Barcelone. C'est un salon incontournable pour tous ceux qui suivent ce qui se passe dans le monde des télécommunications. Nous serons près de nos amis de Huawei qui vont lancer à cette occasion des tas de nouveautés, à la fois pour les consommateurs, le grand public, mais également pour les entreprises. Toutes les grandes entreprises qui gravitent dans le domaine des télécommunications sont présentes et font souvent, lors de ce salon, des annonces structurantes. C'est un moment fort pour le Val d'Oise et surtout pour notre pays autour de l'arrivée de la technologie dite de la 5G. 5G, oui. La 5G fait l'objet de débats aujourd'hui puisque le gouvernement a ouvert l'appel d'offres pour les licences pour les opérateurs. Derrière, c'est de l'argent qui va arriver dans les caisses de l'État, mais c'est surtout la mise en place de nouvelles technologies. Et il faut reconnaître que Barcelone, c'est vraiment l'endroit où on peut détecter les évolutions technologiques majeures dans ce domaine. En matière de sécurité, qui dit téléphonie mobile dit aussi protection des données et des systèmes. Et donc, il y a aussi toute une branche sécurité qui nous intéresse beaucoup. C'est un salon mondial, ça nous fait pour nous l'occasion de rencontrer des Japonais, des Chinois, des Israéliens, qui sont extrêmement puissants dans ces questions, des Suisses, des Européens, des Luxembourgeois. Et nous prospectons à cette occasion des entreprises pour leur expliquer l'intérêt qu'elles peuvent avoir si elles s'intéressent au marché européen, de venir regarder le département du Val d'Oise. Et c'est un salon pour nous qui est extrêmement productif. Oui. Mais de toute façon, on voit très bien que le téléphone, c'est notre second ordinateur, on peut dire. D'ailleurs, demain, je vous invite à suivre notre émission parce que notre envoyé spécial au CES de Las Vegas sera là et vous comprendrez mieux pourquoi je vous dis que le téléphone, c'est notre ordinateur de demain. Merci Jean-François Benon. On va faire une première pause musicale, si vous voulez bien, et on revient avec nos invités dans quelques secondes. Ça va ? Ça va, vous voyez comment ça se passe? Ça va, je dis? Vous voyez comment ça se passe? Ça se passe très bien. Alors, on va changer de sujet, on va passer à votre école, et puis on reviendra avec vous plus tard, Jean-François, pour parler d'un petit bilan en fin d'émission, le bilan de l'activité. On peut dire un mot du MIPIM, parce que je suis désolé. C'est un peu loin le MIPIM, je préfère que vous le fassiez le mois prochain. Je préfère... Non, mais il n'y a aucun souci. C'est comme on avait prévu, les différences. C'est au mois de mars, c'est le 15 mars. Bon, tout à l'heure. Mais Je non, trouve mais- que c'est trop loin pour Non, les mais pas de souci. Aucun problème. Alors, dis-nous un peu les pauses musicales que tu C'est nous... milieu Hallyday. Alors, bisous, tiens, merci. Donc on fait à peu près une minute et demie de pause. Donc là, voilà. Et puis ensuite on reprend. Les pauses, c'est juste des respirations musicales. On n'écoute jamais les chansons en entier. C'est pour la SACEM.
Non, non, c'est juste pour caler les annonces. D'accord. On y retourne, Philippe? Non. Nous voici de retour au bar de l'économie avec une jolie respiration musicale. C'était bien sûr la voix magique de Billie Holiday. Aujourd'hui au bar de l'économie, je suis en compagnie de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, de Marie Taquet, qui vient de créer notre start-up du jour, qui vient de créer Iconoclass, une école de vente, de formation plutôt au métier de la vente en particulier. Et puis, je suis en compagnie de Giuseppe Léo, directeur de l'école d'ingénieurs Denis Diderot, et de Thierry Loriou, son chargé des relations entreprises. Alors, Giuseppe Léo, on va donc passer à notre second sujet du jour, la formation, j'allais dire. Vous êtes spécialisé dans la formation d'ingénieurs. Vous êtes directeur de cette école depuis 10 ans. C'est une jeune école finalement d'ingénieurs. Oui, c'est une école qu'on a fondée il y a 10 ans au sein de l'Université de Paris. Aujourd'hui, l'Université de Paris découle de la fusion entre Paris 7, Paris Diderot, Paris Descartes, Paris 5, l'école de médecine, et l'IPGP, l'Institut de la physique du globe. Et au sein de cette université qui est très fortement axée recherche, nous avons fondé une école qui se développe très rapidement et très bien. Et cette école a se base sur deux atouts formidables. Le premier est la proximité forte par rapport à la recherche. La recherche qui est vue comme une ressource indispensable grâce à la formation par la recherche pour créer de la créativité dans nos ingénieurs. C'est ce qu'on appelle des doctorants. Vous formez des doctorants? Pas forcément. Pas forcément. Il y a 10%, je dirais, de nos ingénieurs diplômés qui poursuivent en thèse. Mais déjà, c'est crucial qu'à Bac plus 5, nos jeunes ingénieurs soient créatifs. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a plus de guerre, mais il y a des guerres de créativité, des guerres économiques, tout le temps. Et nos ingénieurs se doivent de monter en puissance, en production de brevets, de création intellectuelle avec un impact fort dans la sphère économique. Et il n'y a rien de mieux que de susciter, d'éveiller cette créativité scientifique que la proximité avec des laboratoires de recherche. Et nos laboratoires de recherche sont exceptionnels, sont très reconnus. On est une grande université de recherche. Et on connaît effectivement les deux universités pour leur niveau scientifique, hein, ça c'est connu. Oui, et un peu moins pour cette filière ingénieur qui s'affirme aujourd'hui au sein d'une grande faculté de sciences et dans le cadre d'un pôle technologique fort qui se développe au sein de cette faculté de sciences autour de l'école d'ingénieurs et de deux UT, l'UT anciennement de Paris Diderot et l'UT de Paris Descartes. Alors, si on est ingénieur, si on est un jeune en terminale, comment fait-on pour rentrer dans votre école? Bon, il faut s'inscrire, j'imagine, sur Parcoursup. Oui. Quelle est la sélection? L'école est une école, d'un point de vue administratif, sur 3 ans. Donc, elle est précédée par 2 ans de classe prépa, de CPGE. Mais nous avons aussi fondé, il y a 10 ans, un cycle préparatoire interne. Donc, du coup, toute la filière ingénieur dans l'Université de Paris comporte cette prépa interne, le CPEI, maintenant CUPGE, bon, au-delà des acronymes, peu importe, c'est une prépa universitaire avec une ambiance qui plaît souvent à nos élèves parce qu'il est un peu moins stressant et dans un monde un peu d'adultes, dans un campus universitaire plutôt que dans un lycée. Et cette prépa interne et les CPGE sont deux des sources de
disons pour nous, de provenance de nos élèves. Nos élèves, après, s'inscrivent à l'école d'ingénieur sur 3 ans. C'est une école qui ne recrute pas sur une spécialité, parce que nous croyons profondément sur le fait que c'est mieux de reporter autant que possible le choix de la spécialité. Donc nous recrutons sur un tronc commun et après, plus tard, il y a 4 spécialités. Alors justement, vous avez créé 4 spécialités, venons-en. Vous avez créé le génie physique, matériaux et nanotechnologie. Il y a aussi système informatique embarqué et vous venez de créer une nouvelle spécialité, c'est le génie biologique. Expliquez-nous pourquoi partir sur la biologie. Déjà, les 4 spécialités ont un dénominateur commun et c'est un choix assumé. Il y a une douzaine d'années, quand on a créé l'école, on a dit on se positionne clairement sur un axe système. Système parce que, pour tout un tas de raisons, aujourd'hui la valeur ajoutée, disons, dans l'hémisphère nord du monde et au niveau industriel et n'est pas trop dans la création de la fabrication des composants, mais de l'implémentation de systèmes complexes, de systèmes. Les champions nationaux sont des systémiers essentiellement. Donc toutes les spécialités sont spécialités système. Et la dernière, celle qu'on a créée, qui a été accréditée par la commission des titres d'ingénieur il y a quelques ans. Oui, c'est très important d'avoir cette accréditation CTI. Absolument, c'est indispensable. La qualité, évidemment. Voilà. Et ce génie biologique, en réalité, c'est essentiellement de l'imagerie et de la bioinformatique, c'est-à-dire de l'informatique axée sur des problèmes où on doit traiter des grandes quantités de données, les big data. Donc, évidemment, nous déclinons cette formation, disons, avec un langage, avec une coloration bio, parce que les biotechnologies aujourd'hui sont très importantes, mais les problèmes informatiques liés à la génomique, à la protéomique, au séquençage, sont des problèmes typiques de l'informaticien qui doit s'occuper de grandes bases de données. Et les big data aujourd'hui sont un des domaines les plus porteurs, comme tout le monde le sait. Alors, comment faites-vous pour initier une nouvelle section, j'allais dire, dans une école? Est-ce que c'est avec vous, Thierry Loriot, à la demande des entreprises avec qui vous avez contact pour les élèves? Ou bien est-ce que c'est les professeurs qui disent « Ah bah tiens, je sens qu'il y a une nouvelle discipline à mener, il y a une demande des ingénieurs ». Comment ça se passe? On va croiser les 2 hypothèses, c'est-à-dire qu'effectivement, on a bien sûr le retour des industriels, la demande du marché, puisque les écoles et la CTI en particulier sont très sensibles à l'aspect employabilité. Une école d'ingénieurs forme des beaux esprits, des beaux cerveaux, mais il faut aussi des emplois. Et le débouché, effectivement, est quelque chose d'essentiel quand on crée une nouvelle spécialité, une nouvelle filière. Donc il y a le retour des industriels au numéro 1. Il y a aussi, on a parlé il y a 5 minutes, de la fusion entre Paris 5 et Paris 7. Il y a maintenant, je crois, la 2e université européenne en termes de médecine. Nous sommes une école d'ingénieurs, une des dernières qui a été créée donc, il y a 10 ans. On sait qu'il y a à peu près 200 écoles d'ingénieurs en France, qu'on forme 30 000 ingénieurs et qu'il en faudrait 40 000. Mais il y a des secteurs, comme par exemple celui effectivement, du génie biologique, où on va mixer de l'informatique avec les sciences du vivant, avec la médecine. On parle beaucoup d'IRM, de scanner, de traitement d'images, etc. Il est impératif de former des ingénieurs dans ce nouveau secteur qui est en plein développement et de ne pas se laisser effectivement distancer par la concurrence allemande, japonaise, américaine. Alors, vous formez bien sûr, donc, comme on l'a dit, des ingénieurs. C'est donc ce qu'on appelle des formations théoriques, j'allais dire. Quand vient le pratique? À quel moment de la formation vient ces stages en entreprise? Comment faites-vous? En fait, ce niveau pratique intervient tout de suite. On a un stage pour à chaque année. Le stage d'envergure croissante. La première année, c'est le stage ouvrier, c'est le stage qui a lieu l'été, un mois ou 2. Après, en 2e année, on a un stage d'initiative personnelle de l'étudiant. Et là, souvent, nos étudiants, justement, profitent du milieu et du réseau scientifique de très haut niveau pour faire en France ou à l'étranger des stages dans des laboratoires R&D. Ce qui va on va pas forcément, c'est pas notre mission de faire de ces jeunes des scientifiques.
Et pour ça, il y a les facultés de physique, de maths, de chimie. Mais eux, ils se forment par la recherche aussi dans ces stages. Et c'est un stage qui prend 2-3 mois, en deuxième année. C'est-à-dire que l'intérêt, ce que vous voulez dire, c'est qu'ils sont en contact avec des chercheurs de haut niveau, chose qu'on n'a pas dans les autres écoles d'ingénieurs. C'est ça qui fait votre spécificité peut-être. Il y en a, il y a ce contact, mais je trouve que le point fort des écoles internes dans des universités de recherche est justement de fournir aux étudiants cet environnement très riche qui va leur permettre de se décomplexer par rapport à des problèmes dont la solution n'est pas dans les protocoles existants, n'est pas dans les livres. Il faut avoir la liberté, l'élasticité intellectuelle de pouvoir attaquer des problèmes dont la solution n'existe pas à ce jour. Et c'est typique des contextes des R&D. Et donc, je dirais que ces deux stages, première année, stage exécutant, deuxième année, stage d'initiative personnelle, souvent R&D, se complètent avec le stage, le grand stage de fin d'études, un semestre entier qui a lieu dans l'entreprise et qui est typiquement la porte d'entrée principale vers l'employabilité à Bac+5. Alors justement, Thierry Loriot, c'est vous, j'imagine, le maître de ces stages, puisque vous êtes la personne chargée des relations entreprises. Est-ce que c'est difficile de trouver des entreprises qui accueillent les stagiaires? Alors, en deuxième année, c'est difficile, parce que, en particulier, les grands groupes sont assez réticents à faire venir des élèves ingénieurs. D'abord, ils sont à Bac+4, ils n'ont pas encore toutes les compétences, mais surtout pour des missions courtes de 2 voire 3 mois. Donc il faut signer une convention, il faut encadrer le jeune, ça se passe à partir du 1er juin, c'est assez délicat. En même temps, on a vu le développement de l'UDD, la première promotion, je crois, faisait 13 étudiants, les premières années qui sont rentrées l'année dernière, ils sont 90, donc il y a 90 stages à trouver. C'est pas une mince affaire. En même temps, on a effectivement un réseau qui se développe, on a la participation à des forums, on a l'organisation de séminaires, on a des associations du type IESF, Ingénierie Scientifique de France, nous sommes dans un certain nombre de technopoles, je pense à Optics Valley qui est rentré dans Systématique, donc nous faisons jouer les réseaux à plein, et on a depuis peu aussi un nouveau vecteur de stage qui est la création des alumni de l'école. Donc les anciens élèves sont les premiers, je pense, à être impliqués, à pourvoir des sujets de stage, et globalement, je dirais que j'arrive à dormir sereinement pour l'instant. Ça se développe correctement. Merci Thierry Loriot. Alors, on a parlé de vos 4 spécificités, physique, biologie, matériaux, nanotechnologie et puis système embarqué. Mais quelles sont les demandes des entreprises par rapport aux formations qui sont donc là c'est le dur quand je cite vos 4 spécificités, et notamment quelles sont les tendances d'évolution dans la formation d'ingénieurs? Alors, je pense qu'effectivement, un des aspects les plus fondamentaux actuellement, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc, on vient de voir l'excellence d'une école interne avec la recherche. Et effectivement, il faut savoir qu'à l'UDD, par exemple, l'essentiel des cours sont assurés par des chercheurs. Les étudiants disposent des laboratoires, de tout ce qui est l'aspect fondamentaux et pratique de la recherche. Mais il manque probablement un aspect qui est maintenant essentiel dans les entreprises, qu'on appelle les soft skills, ce qu'on appelait dans le temps les humanités, c'est-à-dire le savoir-être, le comportemental, etc. Quand je suis arrivé il y a 5 ans à l'UDD, en parenthèse, je suis moi-même industriel, j'ai dirigé pendant 25 ans une PME du secteur de l'instrumentation et du contrôle industriel, donc la PME, l'entreprise, je connais un peu, et je me suis rendu compte en arrivant que très souvent nos élèves arrivaient à passer le stade de l'entretien technique, technologique, avec des chefs de département, avec des ingénieurs, et qu'ils étaient retoqués au niveau des RH. Alors ça m'a troublé. Et effectivement, les RH sont un peu les gardiens du temple, c'est un peu ce qui constitue un peu le dogme de l'entreprise, et nos élèves, nos étudiants n'avaient pas la plupart des codes. Donc je crois qu'il y a une réflexion qui est menée de manière nationale sur les soft skills, sur le comportemental pour les ingénieurs. J'en veux pour preuve que le gouvernement a demandé une étude à la CDFI, Conférence des écoles françaises d'ingénieurs, qui est en cours de rédaction, et que on essaye. Alors j'ai fait rentrer des gens de la CCI de l'Essonne, puisque
plus moi je suis dans l'Essonne et j'ai eu affaire à eux, donc j'ai fait rentrer des gens de l'extérieur de la Chambre de commerce et d'industrie d'Evry, j'ai fait rentrer des gens spécialistes du recrutement, des gens spécialistes du coaching, etc. Et on essaye dans le cadre du PPP, donc projet professionnel personnalisé, dès la première année, de prendre les ingénieurs de manière individuelle et d'essayer de les aider dans la constitution de leur cursus, avec effectivement la cohérence des stages. Qu'est-ce qui fait la différence dans un CV d'ingénieur? C'est bien souvent la cohérence des stages. Bon, quelqu'un qui est passionné d'aéronautique va essayer d'aller chez Airbus, d'aller dans des entreprises sous-traitantes de l'aéronautique, de manière à se constituer un CV fort et valorisant dans son secteur. Donc on essaye effectivement d'orienter les jeunes. C'est un gros travail, mais un complément indispensable aux sciences dures. Et c'est ce qu'on... J'ajouterais juste... Giuseppe Léo. Oui, merci. Les soft skills sont d'autant plus importants que pour une école comme la nôtre, qui assume aussi un rôle social. Et chez nous le spectre des origines sociales et de provenance est très divers. Et du coup, le fait d'assurer un niveau élevé professionnel dans les soft skills pousse fortement les moins favorisés à avoir une interface brillante, de haut niveau, qui complète de manière idéale le bagage, disons, technique, scientifique. C'est très important, cela surtout pour une école interne dans une université publique. Alors justement, est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop aux ingénieurs? Parce que c'est un sacré bagage que le bagage d'ingénieur. Il faut être bon en maths, il faut être bon en physique, enfin, dans plein de matières, je ne vais pas tout détailler. Mais là, finalement, avec l'arrivée des soft skills et puis aussi peut-être on leur demande de savoir discuter avec différents services dans l'entreprise et peut-être même de l'éthique. Il y a plein de nouvelles tendances qui arrivent. Est-ce que finalement, c'est pas un peu... Oui, il faut reconnaître aussi que par rapport à l'ingénieur formé il y a 30 ans, il y a moins de lourdeur et de profondeur dans tout ce qui est sciences et techniques de base. Aussi, en raison du fait qu'aujourd'hui, l'aide fournie par le support informatique est exceptionnelle. Et du coup, nos ingénieurs, bien qu'un poil moins solide que les ingénieurs d'il y a 30 ans, en maths et en physique, par exemple, ont des outils qui leur permettent d'être peut-être autant efficaces que que les précédentes générations, voilà, tout en ayant le temps et l'énergie pour développer des compétences nouvelles. Voilà, je pense que c'est ça la règle, la clé de la... C'est la clé du succès actuellement. Du succès, oui. Thierry Loriot, vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord et je voudrais juste ajouter une chose. Je crois que l'excellence de la formation des ingénieurs français est reconnue de manière internationale. Il suffit de regarder le recrutement des GAFA, non? Parce qu'on a beaucoup de Français qui travaillent chez les GAFA, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il me semble que c'est une belle référence. Enfin, je crois, évidemment, on est dans un monde éminemment changeant, il faut s'adapter, il faut créer de nouvelles spécialités, de nouvelles filières, on en a vu la preuve tout à l'heure. Mais je crois que globalement, on n'a pas à rougir de la formation de nos ingénieurs en France par rapport à d'autres pays européens, voire asiatiques et américains. Alors, y a-t-il de nouvelles techniques de recrutement, Thierry Loriot? Oui, alors l'industrie et les entreprises ont toujours un coup d'avance par rapport aux universités et aux écoles d'ingénieurs. Donc j'essaye, moi, d'abord les étudiants de troisième année qui vont en stage de fin d'études, je m'efforce d'aller leur rendre visite dans les entreprises, ce qui me permet de garder le contact avec leurs tuteurs, avec les industriels, premier vecteur d'information, même si on ne rencontre pas forcément les RH qui sont des gens très occupés dans les entreprises. Bon, toutefois, on essaye par les étudiants d'avoir un retour sur ces techniques de recrutement. Hein. Donc maintenant, tout le monde connaît effectivement le recrutement à plusieurs. On convoque 5 ingénieurs pour en prendre un et on les fait travailler ensemble sur un projet le temps d'une audition. On connaît aussi les recrutements sur Skype, où vous avez un mur qui vous pose 5 questions et on vous dit au départ, vous avez 2 minutes pour répondre à chacune des questions et après on passe à la suivante, etc. Vous n'avez pas l'adresse mail, il n'y a personne en face de vous, il n'y a pas de nom, etc. Les grands groupes sont friands de ce type de recrutement maintenant. Les ingénieurs doivent s'adapter, les écoles doivent les aider. C'est un peu froid comme technique de recrutement. Oui, on a parlé de guerre économique. Par certains côtés, on est effectivement dans une certaine froideur.
Merci Thierry Loriot d'avoir parlé de ces nouvelles techniques et qui effectivement changent un peu de ce qui se passait aux générations précédentes. Giuseppe Léo. Oui, il faut dire en complément de cela, que les ingénieurs ne connaissent pas de chômage. Il y a aujourd'hui la pleine occupation des ingénieurs diplômés, ce qui est une conséquence directe de fort intérêt de l'employeur pour le spectre de compétences très large de l'ingénieur à la française, où justement se combinent les compétences techniques un peu partout, sur les maths, la physique, la chimie et les soft skills. C'est ce spectre large qui fait vraiment la richesse et la flexibilité du profil ingénieur. Par contre, on voit que les jeunes élèves sortant de terminale n'ont plus envie de faire maths sup, maths spé. C'est un problème pour vous ? Non, pas du tout, parce que le recrutement de notre école, comme de la plupart des écoles aujourd'hui, surtout des écoles internes, est très diversifié. C'est vrai, il y a pour certains élèves aujourd'hui, le modèle CPGE est un peu austère, un peu trop compétitif. Mais nous recrutons aussi sur notre vivier interne, la prépa interne, nous recrutons aussi, parce qu'il y a souvent de très bons élèves, des DUT, des diplômés des UT. Nous recrutons des étudiants ayant fait une licence de bon niveau en sciences dures. Donc après leur L2, plus souvent après le L3, ils refont un L3 en première année. Et donc, oui, la diversification des publics à l'entrée est un antidote important pour contrer cette petite difficulté de certains avec les CPGE. Donc en fait, si on veut donner un conseil aux jeunes étudiants, c'est de ne pas hésiter finalement, quel que soit le cursus qu'on fait, en tout cas dans le côté scientifique, on peut faire appel, on peut postuler pour rentrer dans une école d'ingénieur, quelle que soit finalement sa formation de base. Oui, sachant que les débouchés sont très divers et l'association automatique entre un ingénieur et un domaine très technique de scientifique appliqué, et aujourd'hui a perdu un peu sa place, sa centralité. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qui travaillent dans des banques, dans des groupes d'assurance, dans des sociétés de services. Les rôles sont tellement divers que tous les talents, les plus ou moins techniques, les plus ou moins orientés vers la com, c'est important ce que vous peuvent dire. émerger. C'est vraiment, c'est le succès de l'employabilité, de la totalité des ingénieurs. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait une école d'ingénieur qu'on va forcément dans une usine industrielle. On peut se retrouver, comme vous avez dit, dans la banque ou l'assurance. Vous avez raison. Alors, quelle ouverture laisse-t-on, parce qu'on dit il faut plus d'ingénieurs en France, quelle ouverture laisse-t-on aux STI 2D, ceux qui ont la formation STI 2D? Qui répond? La STI 2D, vous savez, c'est en terminale. Soit vous faites le bac général, soit vous faites la formation informatique et plus technique. Et on dit que les écoles d'ingénieurs réservent souvent 10-20% à ces élèves qui n'ont pas fait la formation générale, mais ont fait le bac STI 2D. Soyons clairs. Dans le système précédent, la réforme actuelle en cours du bac, nous recrutions essentiellement des bacs S. C'est un peu le choix à moindre risque. C'est aussi. Cela dit, les recrutements sur dossier nous confèrent la flexibilité de repérer des pépites, des dossiers intéressants, et on se donne toute la liberté de faire des choix un peu à risque quand on voit que derrière un parcours un peu moins standard, et pour les écoles, il y a une motivation forte. À 20 ans, ce qui doit l'emporter sur tout le reste est la motivation de l'étudiant. Alors et pas trop le cursus. Moi, personnellement, je suis très sensible à ça. J'ai fait un bac L.
Donc, vous avez fait un personnellement, bac L. avant de faire. Et voilà, ça a été le fait. Toute reconversion coûte un peu, évidemment. Mais Il faut travailler, il faut être motivé. Une fois qu'on y va, et si on a la motivation, si on a les capacités, on aura juste une richesse supplémentaire dans sa vie. Alors, avec la nouvelle réforme du bac, hein, quelles sont les sections finalement? Dans quelle section allez-vous repérer les pépites, comme vous dites? Oui, vous savez déjà le choix est fait. On délègue un peu ce choix aux classes prépa parce que c'est eux qui font le vrai tri. Et pour avoir participé à des réunions en début d'année dans des disons, journées organisées par la CDFI et d'autres organisations de ce type-là, il est clair que les voies d'accès principales resteront liées au fait d'avoir choisi en dernière année du nouveau lycée les maths et la physique, donc la filière MP ou la physique et SVT pour d'autres types d'écoles. C'est essentiellement, sauf cas et dossiers particuliers qu'on se réserve de regarder soigneusement avec attention, les voies sont toujours mutatis mutandis, celles du vieux bac S, forcément. Thierry Leriot. Oui, Giuseppe Léo a parlé effectivement des recrutements d'IUT, de L2, de L3. Nous sommes aussi sensibles à ces filières, puisque par exemple cet après-midi, nous participerons, l'UIDV participe au forum poursuite d'études de l'IUT Denis Diderot à Paris, et nous serons le 28 à l'IUT de Créteil. Donc nous sommes assez sensibles au fait de recruter des gens qui ne viennent pas de la voie royale des classes préparatoires. Alors, si on veut vous contacter justement, comment fait-on Giuseppe Léo. Vous tapez mon nom, le nom de l'école sur Internet et vous retrouvez. Et on envoie un mail. Un mail, oui. Notre téléphone est là. Et on vous appelle même, on ose vous appeler directement, Thierry Leriot. Oui, bien sûr. Vous écoutez IDFM 98. Ben voilà, merci. Vous écoutez le bar de l'économie et vous regardez cette émission en vidéo à nouveau sur notre page Facebook. Merci Thierry Leriot. Alors Marie Taquet, vous aussi, vous intervenez dans le domaine de la formation. Par contre, vous avez créé une start-up, une société qui forme au métier de business développeur. Alors déjà peut-être on va expliquer, déjà le nom de la société c'est Iconoclass. Déjà qu'est-ce que c'est pour vous le métier de business développeur? Alors bonjour Florence, bonjour à tous. Le métier de business développeur s'apparente à celui du commercial, donc c'est-à-dire la personne qui va ramener du chiffre d'affaires à l'entreprise. Donc on a besoin de très bons ingénieurs pour former de beaux produits et des nouvelles technologies. Et on a besoin de bons vendeurs pour ensuite aller les vendre. Donc nous, on fait uniquement de la vente B2B, c'est-à-dire entre entreprises, qui est assez différente de celle qui se passe en magasin. Donc le métier de business développeur, c'est un métier un nom un peu galvaudé pour dire commercial. Un métier qui se passe actuellement dans les startups. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est de la vente. Et c'est de la vente. Alors, comment vous est venue cette idée parce que vous êtes toute jeune, vous avez 24 ans, comment vous est venue cette idée de créer une école, parce qu'il n'y en a pas assez des écoles dans le domaine? Alors, c'est des écoles de commerce, on en a pas mal en France, on en a plus de 350, sauf que les écoles de commerce ne forment pas nécessairement au métier de commercial, elles peuvent former au métier de management, marketing, communication, tout ce qui est vraiment relatif à la vente, à la négociation. C'est pas extrêmement mis en avant dans les écoles de commerce françaises. Et alors, moi, j'étais en école de commerce et j'ai été assez déçue de cette expérience. Donc, je l'ai quittée au bout de 2 ans, donc avant même d'avoir un diplôme. Comme quoi, même sans diplôme en France, on peut s'en sortir. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas améliorer les choses que j'ai pas forcément appréciées dans mon école. Alors justement, qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Dites-nous. Alors, moi, je trouvais que c'était extrêmement théorique. Je trouvais que toutes les informations que j'entendais, que je prenais en note, je pouvais également les trouver sur Internet ou dans des conférences. Donc voilà, je ne voyais pas nécessairement l'intérêt de passer 5 ans dans une école et de dépenser 50 000 euros, parce qu'il faut le dire, une école de commerce, c'est cher. C'est cher, c'est pas accessible à tous. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et puis d'autre part, à partir du moment où on commence à faire des stages, on se rend compte qu'on apprend beaucoup plus en travaillant qu'en restant assis sur une chaise à l'école. Et donc moi, je trouvais ça hyper frustrant d'y passer 5 ans, de ne pas nécessairement maîtriser un métier à la fin de mon école. Donc je me suis dit que j'allais aller directement travailler. Donc à 20 ans, je suis
suis allée commencer à travailler et je suis ravie de ce choix encore aujourd'hui. Donc en fait, vous avez passé votre bac, vous avez fait cette école de commerce pendant 2 ans et vous avez commencé à travailler dès l'âge de 20 ans, ce qui vous a permis de créer cette nouvelle école il y a 1 an. Alors, comment financièrement votre business model, expliquez-nous. Alors c'est une école qui coûte 5 000 €. On est la première école en France à pouvoir à permettre aux étudiants de financer leur école une fois qu'ils sont embauchés en CDI. On a un taux d'embauche qui est de 100% à la sortie de l'école. Donc on avait une première promotion, tous les étudiants ont été embauchés en CDI. Donc c'est plutôt une réussite. Donc c'est encourageant. Oui, c'est encourageant pour la suite. Donc ils paient un frais d'inscription qui est de 500 € pour valider leur place. Et ensuite ils commencent à payer l'école une fois qu'ils sont embauchés en CDI, en mensualité, suivant le montant de leur salaire. Donc s'ils gagnent 25 000 €, ce sera des mensualités par an, excusez-moi, ce sera des mensualités de 150 € par mois. S'ils gagnent 40 000 € par an, ce sera plutôt aux alentours de 300 € par an. Mais c'est une formation dans votre école qu'on fait à 100% de son temps ou qu'on fait à temps partiel, où on peut travailler et faire la formation? Alors c'est une formation qui est à 100% en présentiel dans une école physique à Bastille. C'est important pour nous parce que 1 an, en comparaison avec des écoles de 5 ans, c'est très court, donc c'est très intense. Donc voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc il faut qu'ils soient là tous les jours pour s'entraîner, pour écouter les profs. Voilà, alors nos auditeurs n'ont peut-être pas très bien compris que votre formation c'est en 1 an, on va le répéter. Oui. Mais donc du coup, ils ne payent leur formation après. Alors ça veut dire que vous signez un contrat avec chaque élève qui rentre dans l'école pour qu'il s'engage. Parce qu'il faut qu'ils tiennent leurs engagements. Tout à fait. Donc ceux qui peuvent payer, j'imagine, payent, c'est ça? Tout à fait, on leur laisse la Il y a 2 choix, en fait, c'est l'élève qui choisit. Tout à fait, c'est l'élève suivant ses moyens, en sachant que que l'élève paie avant ou après, c'est le même prix. On ne prend pas un taux d'intérêt, donc voilà, on est hyper clair là-dessus. C'est important pour nous que peu importe les moyens de la personne, il puisse avoir accès à une éducation d'excellence. Donc voilà, oui, on fait un pari sur, nous pour le coup, c'est complètement des paris sur les potentiels des personnes, puisque c'est une école qui est en 1 an, mais on n'impose pas le bac, on n'impose pas un niveau d'études, on fait vraiment un pari sur les soft skills et sur le potentiel de la personne. Alors quelles sont les matières que vous enseignez et quel type de professeurs avez-vous recruté? Alors c'est uniquement des professeurs qui sont des professionnels, donc ils sont en train de travailler dans une entreprise actuellement. On a majoritairement des PDG et des directeurs commerciaux qui viennent donner des cours. C'est hyper important pour nous que les cours soient en relation avec ce qui se passe actuellement sur le marché du travail dans les entreprises. Et alors, il y a des cours sur tout le cycle de vente. Donc, ça peut être trouver des clients, ça peut être développer un argumentaire produit, ça peut être de la négociation, toute cette partie. Et il y a également tout un volet développement personnel qui est très important chez le vendeur, puisque quelqu'un qui vous met à l'aise, vous avez tout de suite plus envie de communiquer avec lui. Donc, ils font de l'improvisation théâtrale, de la prise de parole en public, voilà, toutes les choses pour développer des soft skills, comme on parlait tout à l'heure sur les ingénieurs. Alors j'imagine que vous avez dit, j'aimerais bien qu'on revienne sur le fait que n'importe qui, n'importe quel jeune ou moins jeune, je ne sais pas, ça vous allez nous le dire, peut venir suivre ces cours en 1 an, puisque vous avez dit on n'est pas obligé d'avoir le bac. Vous pouvez prendre, vous acceptez à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Alors on accepte à partir de 18 ans. Sur la première promotion, il y avait des jeunes entre 18 et 30 ans. Sur la seconde, on a des jeunes entre 18 et 35 ans. Et sur celle de septembre, on a une personne de 52 ans qui s'est inscrite. Donc finalement, si on a envie de changer de métier, ou même par exemple un ingénieur qui veut se former aux techniques de vente, vous acceptez, ils peuvent venir chez vous, quel que soit l'âge. Finalement, de 18 à 70 ans ou à 77 ans, comme dit la chanson. Il n'y a pas de limite d'âge, on verra les personnes qui se présentent. Je pense que c'est important à tout moment de sa vie de pouvoir changer de voie si nécessaire. Donc nous, l'école, elle est en 1 an, c'est 4 mois de cours et 6 mois de stage. Les 6 mois de stage ne sont pas obligatoires. Donc si une personne, par exemple, de 52 ans a envie de faire uniquement les 4 mois de cours, on l'aide ensuite à trouver un CDI dans une entreprise en tant que commercial ou business développeur. Alors combien êtes-vous pour lancer cette école, j'allais dire? Alors au début, j'étais toute seule. C'était pas évident. Il y a eu 1 an de recherche et d'interviews auprès de directeurs commerciaux pour bien comprendre comment former un commercial, combien d'appels il devait passer avant d'être performant, qu'est-ce qu'on attendait de lui, etc. Et maintenant, on est une équipe de 10 personnes et on est soutenu par The Family, qui est un incubateur assez connu en France et en Europe, et chez lesquels nous sommes d'ailleurs, chez lesquels nos élèves sont en cours. Alors justement, vous vous êtes fait financièrement pour développer, vous vous êtes fait aider
C'est de la Love Money, comment faites-vous? Oui, alors la toute première promotion, en fait, les personnes étaient obligées de financer l'école directement puisqu'on n'avait pas encore trouvé le soutien juridique pour pouvoir donner accès, comme je vous le disais tout à l'heure, au paiement différé des études. Donc la première promotion a été autofinancée avec le paiement des étudiants. Et sur la seconde, là, nous préparons une levée de fonds que je suis en train de faire actuellement. Donc on sera financé par des investisseurs et des business angels. Avec qui faites-vous cette préparation de levée de fonds? je vous le dirai quand je pourrai le dire. C'est en cours et je pense que je pourrai le dire à partir de mars. Enfin, je veux dire, vous faites appel à des investisseurs privés, c'est ça? Des investisseurs, bien sûr, des investisseurs, des business angels, des entrepreneurs et l'État, évidemment. Et l'État, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur, Marie Taquet? Alors, vous pouvez nous souhaiter plein d'emplois, un taux de chômage qui baisse en France grâce à Iconoclast, et puis des futurs potentiels à former, plein d'étudiants. Alors, si on est investisseur, il faut vous contacter, bien sûr. Et si on est quelqu'un qui est intéressé par le métier du commercial, comment fait-on pour vous contacter? Et à quelle période de l'année commencent les formations? Alors, on a 2 formations par an, une qui débute en janvier, donc dans une semaine, et une qui débute en septembre, tout début septembre. Et alors, vous pouvez nous contacter via le site internet iconoclast.eu. Si vous tapez Iconoclast sur Google, ça devrait fonctionner. Et sinon, sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Partout, voilà comment on peut vous joindre. Merci Marie Taquet, bravo. On a oublié de demander à l'école Denis Diderot comment ça se passe financièrement pour les élèves qui suivent vos cours. Est-ce que c'est payant, gratuit? Combien ça coûte? C'est un régime de presque gratuité. Nous sommes une école interne à une université publique. Et donc les frais d'inscription sont les frais d'inscription de toute étude universitaire. C'est-à-dire rien à voir avec les frais pour des écoles d'ingénieurs privées qui ont atteint des niveaux absolument comparables à ceux des écoles de commerce dont disait notre jeune collègue tout à l'heure. Merci beaucoup Giuseppe Léo. Je vous propose une autre pause musicale et puis on revient avec nos invités dans quelques minutes. Vous êtes sur IDFM, Radio Lyon, la radio du bien-être. Je suis obligée de passer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu nous passes là? Bon entendeur. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire? On a fait le tour. Jean-François, je te repasse la parole maintenant. Si tu veux commenter, et puis les sujets qu'on avait, peut-être un bilan, si tu as envie de commenter la formation des ingénieurs. C'est passionnant, c'est des sujets passionnants. Et puis un petit bilan de l'activité du CEVO. Si tu veux qu'on parle du MIPIM, non, c'est pas obligatoire. C'est pas ça, c'est que moi je trouve que... Et c'est très intéressant. Nous, on a une école d'ingénieurs, le ISTI, qui était une école privée qui vient d'intégrer l'université de Cergy-Pontoise. Ils deviennent l'école d'ingénieurs interne. Voilà. Le ISTI, qui est une école d'ingénieurs en matière de... Beaucoup de mathématiques, ils faisaient. Génie logiciel, génie mathématique. C'est une richesse extraordinaire en France. Ah oui, non, mais c'est vrai. Vous avez le BI à Cergy, non? Oui, qui est très connu, avec sa directrice qui est un Florence peu... c'est une amie, oui. Voilà, c'est une amie. on voit là ses défis. Elle vient au Japon régulièrement, on travaille beaucoup au Japon sur la cosmétique. Et qui fait faire du théâtre à ses Elle fait des choses incroyables, c'est une école fabuleuse. Oui. On a eu des écoles fondées par des personnalités. Le ISTI a été fondé par Nezim Fins, qui était d'origine turque et qui a bâti une superbe école d'ingénieurs, le ISTI, en matière de génie mathématique, génie logiciel, avec une belle école, avec les petites... Après, il y a ce levier important d'avoir à peu près, je ne sais pas, 30% à peu près d'intervenants extérieurs. C'est ça. Ça crée une dynamique par rapport à... C'est vrai que le modèle des écoles d'ingénieurs à la française est reconnu mondialement. Oui. Nos ingénieurs sont vendables dans le monde entier, ils ont une réputation, y compris par rapport aux Allemands, aux Américains, partout. Le modèle français de l'ingénieur est une marque. Le seul point faible était dû à la faible, c'est statistique, au petit nombre de moyens de brevets par ingénieur déposés par l'ingénieur secondaire.
Et c'était dû essentiellement au fait qu'il y avait le système économique d'un côté de la recherche et de l'autre côté les écoles d'ingénieurs. Tu l'as mis? Tu me l'as mis? En intégrant les écoles d'ingénieurs dans les universités, on gagne rien. Et en plus, ça fait le lien avec les doctorants. Oui, c'est c'était le point faible. Maintenant, le rapprochement a soigné ce point faible et il n'y a que le point fort qui est traditionnel bien connu qui reste. Je partage votre avis. On va y on repart. Parce que là, sinon je vous emmène prendre un café. Attention. Nous voici de retour au bar de l'économie. Et oui, c'était le groupe Bon Entendeur avec Le Temps est bon, une superbe, jolie chanson qui met plein de gaieté, une chanson de 2019, bien sûr, puisqu'on est encore qu'au début de l'année 2020. Et d'ailleurs, on vous souhaite tous une excellente année 2020. Alors aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Marie Taquet pour Iconoclasse, de Thierry Loriot et Giuseppe Léo pour l'école d'ingénieurs de Diderot, école d'ingénieurs au sein du groupe de l'Université de Paris, la réunion de Descartes et Diderot, et puis de Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Alors Jean-François, quel bilan peut-on faire de l'activité économique pour le CEVO? Oui, pour le CEVO et pour le Val d'Oise. Nous sommes dans un département qui est assez emblématique de la région d'Île-de-France. Je rappelle que la région d'Île-de-France, c'est quand même... On a tendance à voir toujours, souvent en France, les choses qui ne vont pas bien. Et c'est vrai qu'il y a des climats comme ça un peu propices pour ce genre de réflexion. Mais il faut rappeler quand même que nous avons la chance d'être au cœur de la première région économique en Europe. L'Île-de-France est quand même la première région économique européenne pour le montant du pays, pour le niveau du PIB. Et il faut quand même se le rappeler de temps en temps. On a beaucoup de chance et beaucoup d'énergie rassemblée dans nos territoires. Et le Val d'Oise participe effectivement à cette dynamique. Nous, notre métier à la base, c'est de faire ce qu'on appelle du marketing territorial. On a un produit à vendre. Nous sommes une structure. Je rappelle, le CEVO est une organisation privée qui a de gros clients que sont le Conseil régional d'Île-de-France d'un côté et le Conseil départemental du Val d'Oise d'autre part. Mais notre métier, nous, c'est d'attirer des entreprises françaises et internationales dans notre département et de favoriser leur implantation, leur développement et in fine la création d'emplois. De ce point de vue-là, le bilan est bon puisque l'an dernier, on a ouvert en ce qui concerne le CEVO de mémoire 246 dossiers de recherche de sites d'implantation. Et sur ces 246 dossiers ouverts au cours de l'exercice, certains s'étalent sur plusieurs années, parce que les entreprises, parfois, commencent une recherche d'un site 2-3 ans avant la décision d'implantation finale. Il faut trouver les financements. Voilà, non, mais c'est parfois un process assez long. Entre la première touche, comme on dit chez nous, et l'ouverture et le coupage du ruban, quand il faut inaugurer un bâtiment industriel, il peut se passer 3 ans. C'est assez classique. 3 ans, c'est la moyenne? Ça arrive, parfois un peu moins, mais s'il faut construire un bâtiment, trouver un terrain, on est quand même dans un process lourd, et quand il faut faire de l'investissement productif, c'est parfois un peu compliqué. On a par exemple, l'annonce a été faite il y a quelques mois par le groupe Dassault Aviation de lancer une nouvelle usine ultramoderne sur 50 000 m², 5 hectares. Une usine aujourd'hui de 5 hectares qui va être implantée à Cergy-Pontoise, où seront assemblés la partie avant des Falcon et le corps central du Rafale. C'est quand même pas l'investissement productif anodin. Et donc cette usine est annoncée, elle est lancée, les terrains sont trouvés, tout est engagé, mais elle ne sera ouverte qu'en 2022. Il faut plus de 2 ans entre le moment de la décision. Et voilà, on a eu le même chose. Alors 246 dossiers, vous avez dit. Oui, combien ont abouti? On en a 149 qui ont abouti au cours de l'exercice. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça représente 3700 emplois nouveaux pour le Val d'Oise. C'est déjà une belle. C'est énorme. Une belle ce sont moyenne. des très beaux résultats. On en est très fiers. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons la chance d'être à la fois en Île-de-France, encore une fois, sur une région extrêmement dynamique pour l'attraction d'investissements, y compris productifs. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance depuis quelque temps en France à expliquer qu'on n'est plus capable d'accueillir de l'investissement productif, c'est-à-dire industriel. Et c'est pas vrai. La France continue à accueillir de très beaux investissements productifs. L'annonce que vous faisiez tout à l'heure avec nos amis de Toyota est un symbole tout à fait intéressant. Non seulement c'est de l'investissement productif, non seulement c'est dans l'automobile, ce qui est quand même pas évident, et en plus c'est l'investissement international, japonais en l'occurrence. Donc on ne peut pas non plus s'auto-flageller en permanence en disant qu'on est les plus mauvais dans le monde. C'est pas vrai. La France est un pays attractif, elle le montre, elle le prouve, et tout ce qu'on vient de voir parce qu'une fois qu'on a installé des investissements, et c'est vrai dans le Val d'Oise en ce qui nous concerne, on a fait que la moitié du travail. Enfin, nous, on considère qu'on a fait que la moitié du travail, parce qu'ensuite, il faut que ces emplois qui sont créés
profite aux territoires et aux habitants des territoires. Et là, on touche du doigt le sujet qui nous réunissait avec nos amis ici présents, qui est le problème de la formation. Si nous n'avons pas en face des personnes, des jeunes en particulier, formés et bien formés, on n'a fait que la moitié du travail. Et c'est un des problèmes du Val d'Oise d'ailleurs, parce que nous, encore une fois, l'attractivité n'est pas en cause. On a installé Airbus Hélicoptère, une usine de 80 000 m² il y a de 3 ans. On a une nouvelle usine de production d'Air France, de maintenance aéronautique avec Air France Industrie, qui a une magnifique usine qui a été installée. Bon, je veux dire, en matière d'investissement productif, on n'est pas à plaindre. Le problème, c'est comment faire pour que ces emplois qui vont se créer ou qui se créent profitent au territoire. Et la clé, c'est la formation. Le Val d'Oise est le plus jeune département de France sur le plan démographique. Quand on fait la moyenne d'âge de la population, nous sommes dans le Val d'Oise le département le plus jeune. C'est une énorme responsabilité pour les acteurs du territoire, parce que toute cette jeunesse est un atout formidable en termes d'attractivité, à condition, là aussi, qu'elle soit formée. C'est pour ça que je salue les initiatives portées qu'on vient de décrire ici, que ce soit au niveau des écoles d'ingénieurs, que ce soit au niveau des business développeurs, parce qu'effectivement, l'un des mal français aujourd'hui, l'un des mots français, c'est la difficulté pour pas mal de nos PME-PMI, y compris industriels, à trouver des salariés. Nous, il n'y a pas une journée qui se passe dans le Val d'Oise, on rencontre évidemment beaucoup de dirigeants d'entreprise en permanence, il y a un leitmotiv, c'est j'ai du mal à recruter, j'ai de l'emploi, j'ai du business, j'ai des besoins et je n'arrive pas à trouver les salariés. Et quand je les trouve, ils ne sont pas forcément extrêmement fidèles, il y a un turnover, etc. Donc il y a un vrai mal-être et un vrai malaise aujourd'hui sur la capacité à trouver de la compétence, si possible de bon niveau, formée, et avec ce qui était évoqué tout à l'heure, pas uniquement la compétence technique, elle est indispensable évidemment, mais aujourd'hui cette notion du savoir-être, notamment dans les emplois de service, est extrêmement sensible. Et on a des employeurs qui sont parfois un peu désespérés par rapport à la capacité d'un certain nombre de jeunes en particulier de se conformer à un certain nombre de pratiques en matière de qualité de service. Et ça, c'est un peu inquiétant. Donc on a un gros travail à faire. Ça passe par tous les niveaux. Vous l'avez très bien dit les uns et les autres tout à l'heure, y compris des ingénieurs. Un ingénieur, il doit sans doute, mais vous le confirmerez, à côté de ses compétences techniques, intégrer aussi, vous le disiez, ces soft skills, comme on dit aujourd'hui, ces pratiques de savoir-être en entreprise, de comportement, a fortiori pour des ingénieurs quand ils vont être, ou des managers en matière de distribution et de vente, quand ils vont être obligés d'encadrer. Et on a aussi des malaises qui se passent aujourd'hui avec des managers qui ne sont pas forcément très bons dans la capacité de gérer des équipes, et on a parfois des malaises autour de ça. Voilà. On a encore du travail, mais on pourra encore terminer là-dessus sur une note optimiste. Je veux dire, notre pays et notre région et notre département, le Val d'Oise, sont quand même pas des départements en déshérence et les territoires en déshérence. Alors Jean-François Bonneau, il nous reste 2 minutes d'antenne. Peut-être un petit mot sur le projet, le quid après Europacity, cette fameuse réunion que vous avez eue à l'initiative de Pierre Cuchely, le président de la CCI. Quelle perspective finalement pour le Val d'Oise pour vous? Alors juste sur Europacity, 2 mots. Rappelez quand même, pour être précis, qu'il y a quelques jours, le conseil départemental du Val d'Oise, la communauté d'agglomération de Roissy, Pays de France, et la ville de Gonesse, qui étaient les plus concernés par cet énorme projet, 3,3 milliards d'investissements privés, 11 000 emplois créés. Et ces 3 collectivités ont décidé de faire un recours. Donc vous avez un recours aujourd'hui qui est déposé contre la décision annoncée un peu brutalement par la présidence de la République, décidant brutalement que ce projet n'était plus d'actualité. On est dans un état de droit et les 3 collectivités ont donc déposé un recours, gracieux pour l'instant, en demandant l'annulation de cette décision. Donc, et si ce recours gracieux n'aboutit pas, ces 3 collectivités ont annoncé qu'elles se réservaient le droit d'aller en justice pour attaquer cette position qui est, encore une fois, on est dans un état de droit, on ne peut pas décider n'importe quoi comme ça sans qu'il y ait des voies de recours, et donc toutes les voies de recours, a priori, vont être engagées par les collectivités territoriales. Ça, c'est le premier point. Mais en attendant, il faut travailler, il faut voir les choses positivement. La présidente du conseil départemental, il y a quelques jours, lors de ses vœux, a rappelé qu'il y avait des possibilités nouvelles, et donc nous sommes attachés avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, avec le mouvement des entreprises du Val d'Oise, le MEDEF, etc., pour identifier dès à présent, et on en a sous le coude déjà, des projets qui pourraient venir apporter une activité sur ce territoire de projet qu'est le Grand Roissy. Merci Jean-François Bonneau, vous nous avez mis l'eau à la bouche, donc vous reviendrez nous exposer tout ça le mois prochain. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée, à demain, je vous embrasse. Au revoir.